Bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous économique, un magazine que j'ai le plaisir de présenter avec vous, Johan Condetz. Bonjour Marie-Noël, et Bonjour. notre invité du jour est Vincent Vandenborre, le tout jeune patron de l'émaillerie belge. Bonjour. Bienvenue chez nous. Alors à 26 ans, vous décidez de reprendre cette entreprise artisanale qui est pratiquement centenaire. On fête ses 95 ans cette année. C'était un coup de tête ou un coup de cœur? Un coup de cœur, plutôt un coup de cœur. La première fois que j'ai visité l'émaillerie, c'était vraiment, moi je l'appelle l'effet de wow en fait. Dès que je rentrais avec tous les plaques, toutes les couleurs, le bâtiment industriel, c'était vraiment super à voir, quelque chose que je connaissais pas du tout avant. Donc l'émail, c'était inconnu pour vous? L'émail, c'était plus ou moins inconnu, un peu des bains, des agats, le creuset, mais après ça, c'était tout. Donc, Oui, parce que vous venez d'une famille d'entrepreneurs, mais c'est Oui. plutôt la charcuterie, Oui. le bois, enfin rien à voir avec l'émail. Rien à voir avec l'émail. Donc chez nous, c'est le bois, la charcuterie, mais rien à voir avec l'architecture, l'émail, design. C'était un autre monde en fait. Ouais. Donc le coup de cœur, et puis vous avez dû très vite vous décider à reprendre l'entreprise parce qu'elle était mourante. Oui, donc en fait, normalement, l'émaillerie allait arrêter ses activités en septembre 2016. Tanguy et moi, on était au courant de ça un peu avant. Et juin, juillet, on a dû prendre la décision. Donc j'avais plus ou moins 2 semaines pour décider est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Tanguy, c'est votre partenaire, c'est ça? Vous avez Oui, acheté... Tanguy, c'est mon partenaire. Donc Tanguy, qui est le responsable de Van de Wege, qui est basé à Zult, c'est une marbrerie en fait. C'est D'accord. ça. Et donc c'est votre partenaire ici pour Oui. investir dans Voilà. l'émaillerie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour faire plus ample connaissance avec vous, Vincent Vandenborre, on a notre petite séquence dans le bureau du boss. Oui. Mais cette semaine, vous allez voir ce mois-ci, c'est un bureau du boss un peu particulier. On regarde. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de l'émaillerie belge. Ah oui, le lieu est un petit peu vide et pour cause, l'entreprise est en plein déménagement. Vincent Vandenborre a son bureau pour l'instant dans le futur restaurant. Voilà, le fauteuil du boss c'est celui-ci et vous voyez on est vraiment dans une arrière-cuisine, pour le moment en tout cas. Et puis quand on regarde le bureau, il est plus ou moins ordonné. Je pense que Vincent Vandenborre a de l'ordre. Et il y a cette tasse qui nous intrigue. C'est de l'espagnol. Il est écrit que si le plan A ne fonctionne pas, il y a les autres lettres de l'alphabet. Qui vous a offert cette tasse? Alors on n'a pas vraiment d'idée encore précise sur la décoration, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des plaques publicitaires dans le bureau du Big Boss de l'émaillerie belge. Il y a celle-ci qui nous intrigue. Elle a l'air plutôt ancienne. On se demande de quelle époque elle date. Et puis une deuxième, une publicité pour de la limonade. Pourquoi avoir choisi celle-ci en particulier? Alors forcément, il y a beaucoup de caisses. Pas encore beaucoup de livres sont sortis d'ailleurs de ces caisses, sauf un. Il trône au milieu de la table. Il paraît que c'est un livre de recettes. Explication. Et puis il y a encore un objet qui nous intrigue dans votre bureau. C'est ce personnage ici qui trône au-dessus d'une armoire. Un nain d'une brasserie bien connue. Êtes-vous amateur de bière? On vous a vu beaucoup sourire dans cette séquence. Alors, la chouffe, c'est votre bière pour vous détendre le soir ou il y a une autre histoire derrière C'est une de mes bières préférences, hein, Ouais. oui. Mais la chouffe, c'est en fait un bon client aussi de l'émaillerie, donc ils nous ont offert ce bonhomme, en fait, je trouve. Donc oui. Et la bière, il y a une histoire, la brasserie, le monde des brasseurs, c'est un monde que vous connaissez un peu, au-delà... C'est un monde que je connais assez bien. En fait, il y a mon beau-frère qui est brasseur aussi à Gand, lui-même, donc il a commencé la première brasserie de maison, en fait, à Gand. Et ça m'intéresse assez fort. Plutôt les trappistes, disons. Donc, Vincent Vandenborre, on a aussi vu des publicités, des Oui. plaques publicitaires qui vont venir dans votre bureau. Oui. Ah, c'est des plaques de collection. Expliquez-nous, ça a l'air d'être des vieilles publicités. ouais. Donc en fait, bon, l'émaillerie même existe depuis 1923 et pendant toutes les années, ils ont créé des plaques publicité, signalisation ou bien directement vers les collectionneurs. Donc ça sont un peu les différents marchés que moi j'appelle les marchés de base. Après, il y a les nouveaux marchés qu'on est en train de développer. Mais des marchés de base, en fait, signalisation, c'est vraiment des plaques de rue, plaques de métro. Puis plaques de collection, c'est un mix entre des plaques d'art et des bandes dessinées, comme par exemple Tintin, Blake et Mortimer, qui sont très connus. Et puis il y a les plaques collectionneurs, qui sont en fait des plaques publicité, comme les bières, exquis, pain quotidien, etc. C'est celle qu'on a vue ici. C'est celle qu'on a vue. Ouais. Et elle valent cher, celle-là? Donc la cigare réelle, on va pas la vendre parce que c'est une pièce unique en fait, mais Oui, on elle est a très eu une ancienne, offre hein. elle date depuis 1932, donc
Et elle a été créée à l'émaillerie même, donc à l'émaillerie belge même, mais à Molenbeek. Et cette plaque-là, bon, on a eu une offre de plus que 20 000, mais on va pas l'accepter comme c'est une pièce unique. Donc, voilà. Alors, on a vu dans la séquence un livre qui est un peu le livre de recettes, je pense. Ce livre, vous avez dû beaucoup le compulser avant de prendre l'entreprise. Oui et non. En fait, c'est un livre d'un de nos fournisseurs, donc, qui explique bien en détail les différentes matières à émailler, le processus d'émaillage, comment créer des couleurs. Bon, c'est théorie, hein, c'est pas en pratique, mais ça aide déjà un peu. J'ai pas encore eu beaucoup de temps de le lire, mais on il y a en des parlera. collègues qui parfois ils apprennent des choses dedans. Ça, D'accord. Oui, Et puis cette tasse, plan A, plan B, qui vous l'a offerte et dans quelles circonstances? En fait, c'est Laurence Droit, donc, qui s'occupe de tout ce qui est administration, facturation à l'émaillerie. Et elle me l'a offert, en fait, pendant qu'on devait prendre les décisions de déménagement. En fait. Donc, on était en contact avec des différents sites pour regarder où aller, en train de chercher pour les investissements, le nouveau four à acheter, etc. etc. Donc, beaucoup en train de préparer. Et là, parfois, ça devenait noir devant les yeux, donc il fallait vraiment tenir le positif. Elle m'a donné cette plaque en disant, du nouveau site, ça sera ta tasse de café. Et en fait, c'est bien parce qu'en fait, ça dit, il y a toujours 26 choix, mais s'il n'y en a pas, il y a toujours une en plus. Donc, moi, je donne jamais un non comme réponse au client aussi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Parce que s'il y a parfois des choses qui ne peuvent pas être réalisées, on trouve ou on cherche toujours une solution ou une technique pour pouvoir la faire. Donc un client chez nous, parfois il faut avoir un peu de temps, mais il ne va jamais sortir un petit handmade. Avant de découvrir le nouveau lieu où vous êtes implanté, on rappelle, ça faisait 94 ans que vous étiez implanté, que l'émaillerie belge était implantée à Molenbeek. Vous avez failli vous installer à Tour et Taxi. Cette tasse, elle a été offerte dans ce contexte-là, en réalité. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez finalement pas atterri à Tour et Taxi? Ouais, donc ça fait un peu mal, mais bon, pendant un certain temps, on était en contact donc, avec Tour et Taxi pour aller sur le site même, dans le bâtiment d'Échette, donc, où il y a Brafa qui s'est organisé aussi. Et l'idée était d'aller là. On était en contact, les contrats étaient en train de se préparer entre-temps et tout. Et on a eu quelques petits soucis pendant le parcours, mais au troisième coup, on avait dit bon, on ne sait plus continuer. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous, on était toujours convaincus que des productions artisanales pouvaient tenir lieu sur Tour et Taxi, mais après avoir introduit le permis d'urbanisme, donc par Tour et Taxi même, qui a fait la demande, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu directement, mais ils nous ont mis au courant qu'ils peuvent qu'avoir des parties commerciales et pas du commerce artisanal. Pas de l'industrie. Ouais. Nous, on ne se voit pas vraiment comme on tombe dans l'industrie, mais plutôt artisanal, donc c'est encore un peu différent. Mais il y a quand même du lourd, il y a des fours, etc. Et vous avez failli perdre des plumes, je veux dire, ça a failli même faire capoter l'aventure de l'émaillerie? Pour nous, c'était un peu l'image, donc c'était un peu notre carte de visite d'aller à Tour et Taxi. C'est un site super, et pour nous, ça allait bien avec l'histoire de l'émaillerie, ce qu'on fabrique, donc ça, c'était top. Grosse déception. Voilà. Mais après, bon, si ça va pas, il faut chercher d'autres solutions. Et vous êtes retombé sur vos pattes puisqu'aujourd'hui, vous avez déménagé rue Saint-Denis à Forêt. L'occasion pour nous de découvrir bien sûr vos nouveaux locaux, pas encore tout à fait en activité puisque le déménagement est en cours, mais de faire une connaissance aussi avec une partie de l'équipe. Non, c'est chouette. Ce matin, parmi les travailleurs de l'émaillerie belge, on est chez nous, allez. L'émotion est perceptible. Encore un peu de patience. Ah oui, c'est un grand moment. On n'est plus chez Melvin, on est chez l'émaillerie belge. Voilà, on y est. Après 95 ans passés à Molenbeek, l'émaillerie belge reprend vie rue Saint-Denis à Forêt. En plein déménagement, Laurence Leroy, l'une des 10 membres du personnel, nous fait visiter les nouveaux locaux de l'entreprise. Ici, c'est l'antre du magicien. C'est un peu ici que j'ai été séduite les premiers jours où je suis venue travailler à l'émaillerie. C'est là qu'il y a les petits pots, les couleurs, les différents matériaux. Et à partir de tous ces éléments qu'on retrouve dans un tableau de Mendeleïev, donc des éléments chimiques, en les mélangeant, on arrive alors à l'obtention de couleurs. Pas moins de 800 couleurs sont obtenues ici en suivant scrupuleusement les mêmes formules et un savoir-faire savamment perpétué depuis la naissance de l'émaillerie en 1923.
C'est pour ça qu'on est resté, je crois, la dernière émaillerie en Belgique. Et même au niveau européen, on obtient, nous, des couleurs que les autres ne savent pas avoir. À l'extérieur, José, ouvrier spécialisé dans la découpe de l'acier depuis plus de 25 ans, décharge un camion au contenu très important. C'est Brecht, fraîchement engagé il y a 6 mois, qui se charge du contrôle du chargement. C'est pour notre grand four, donc pour cuire les plaques. Et normalement, ils vont commencer aujourd'hui ou demain avec l'installation, donc dans le bâtiment avec notre four. Objectif, achever la construction du grand four fin février pour produire à nouveau dès le 1er mars. À l'étage du bâtiment, Laurence nous montre les projets des clients les plus fidèles, des cadres conservés parfois plus de 25 ans. Ah, nos clients les plus fidèles, les brasseurs. Donc nous avons des brasseurs qui commandent chez nous leurs plaques, un peu comme le Beaujolais nouveau est sorti. Quand vous allez à Paris, regardez les plaques de métro parce que c'est le savoir belge. Les plaques de métro, elles sont faites ici. On en a fait également pour la ligne de Dubaï. Consulat général de Belgique, c'est vrai qu'on a fait énormément de plaques pour les consulats et très souvent des amis ou même des connaissances, quand ils vont à l'étranger, ils envoient une photo sur WhatsApp en disant « Ah mais regarde !» Si 50% de la production de l'émaillerie belge est toujours dédiée au secteur de la publicité et des collections, les plaques de rue représentent entre 5 et 10% de la production. Celles dédiées à l'art et à la bande dessinée, 10%, mais l'ambition des nouveaux propriétaires est de développer le marché de l'architecture et du design. Avec sa nouvelle implantation en forêt, l'émaillerie belge se donne 1 an pour doubler son chiffre d'affaires, 600 000 € l'an dernier, et prouver que l'émail est loin d'avoir livré tout son potentiel. Vincent Van Den Bol, on le voit, vous êtes quasi installé, vous allez reprendre la production, mais justement on parle beaucoup d'émail. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment ça fonctionne? C'est quoi l'émail? Comment on l'obtient? Donc peut-être d'abord, c'est quoi exactement l'émail même? Donc la pâte d'émail, c'est en fait une peinture de verre. Donc c'est un mix entre des frites d'émail, ça sont les morceaux de verre, ensemble avec les pigments pour créer la couleur, et après avec des terres pour l'épaisseur de la pâte. Donc de la terre, du verre et des pigments. Voilà, c'est ça. Donc ça, on met tous ensemble dans un moulin avec des petits boules céramiques qui cassent en fait les morceaux de verre en poudre. Tout ensemble, on rajoute de l'eau, ça mélange encore un peu plus, et puis à la fin, tu as une pâte d'émail en fait, qui est une peinture mais un peu plus épais. C'est ça. Et puis on met ça sur de l'acier, c'est ça? Oui, donc après il y a d'abord une couche de base, on appelle ça le primer, c'est la masse en fait. Une couche de base qui doit être appliquée à l'avant et l'arrière de la plaque. Donc on l'applique en pistolage, séché et passé au four à 830 degrés. Donc ça doit être cuit pendant quelques minutes, 5 à 10 minutes. C'est pour ça l'importance des grands fours. Voilà, c'est ça, oui. Et ça prend combien de temps, ce processus? Le processus total, ça dépend des commandes, mais c'est un peu dépendant donc des montants de pièces, montants de couleurs. Donc disons 10 pièces de 4 couleurs, ça va prendre plus ou moins 1 semaine pour les créer. C'est ça. Combien ça coûte de faire une plaque en émail comme ça? Une plaque en émail, de ça nouveau. Ça dépend de beaucoup de choses, j'imagine. Voilà. Mais... Oui. Pour donner une idée, donc des plaques collection qui ont quand même une valeur, comme c'est aussi un peu des plaques d'art, c'est entre 50 ou 100 plaques numérotées, limitées et certifiées à l'arrière de la plaque. Et là, ça tombe entre 500 et 1000 € par plaque. Et pour quelque chose de plus commun, je dirais par exemple une plaque de rue, on est sur quel prix? Une plaque de rue, c'est plus ou moins 120-125 €. Alors on pourrait s'étonner, hein, il y a finalement peu de communes bruxelloises qui ont des plaques de rue en émail. Or, vous donnez une garantie de 30 ans, l'émail est quasi incassable, les tags n'y résistent pas. Comment expliquer que sur 19 communes bruxelloises, à peine 6 ont ce marché avec vous? Est-ce que c'est quoi? C'est un manque d'intérêt? C'est trop cher? Qu'est-ce qui explique ça? Vous avez déjà enquêté là-dessus? En vue de long terme, disons d'abord. Donc, en vue de long terme, c'est le produit le plus intéressant et le plus résistant. Donc, l'émail, c'est, comme vous avez dit, c'est anti-produit chimique. C'est un des seuls produits qui est 100% résistant UV. C'est anti-rouille, donc on donne une garantie sur tout de plus ou moins 30 ans. Et pour cela, c'est un produit très intéressant, mais il est un peu plus cher que, par exemple, les alternatives qui sont plastique ou aluminium ou autre matière. Donc, c'est le prix qui freine les communes, selon vous? Oui, c'est ça.
parce qu'on ne les remplace pas souvent forcément. Alors, c'est un savoir-faire ancestral. On a vu, vous nous avez expliqué, on a vu quelques images de l'entreprise de Molenbeek qui montrent les fours, qui montrent la manière dont on mélange. Et puis, il y a une partie qu'on n'a pas vue, mais c'est des bains. Il faut préparer les plaques et plonger dans des bains d'acide. Est-ce que là aussi, vous avez apporté votre touche pour un peu moderniser ça? Parce qu'on le sait aujourd'hui, les normes environnementales sont très strictes. Est-ce qu'il y a du neuf en la matière chez vous? En fait, on a réenvisagé toute la production entière pour le déménagement. Donc, ce qu'on a fait d'abord, c'est on a optimalisé le flow de production, parce que dans l'autre site qui était trop grand... Le flow, c'est la chaîne de production, la manière dont... Voilà, oui. Donc, c'était vraiment de l'un bâtiment à l'autre, un peu partout. Maintenant, il y a vraiment un cycle dedans. Donc, que la plaque, elle doit suivre, et à la fin, elle est finie pour sortir. Et donc, ce qu'on a fait, on a tout envisagé. Et là, il y avait 2 points assez critiques, disons. Donc, c'est les bains de décapage, dégraissage, qu'on les appelle. Et avant, c'était donc avec des bains, donc de l'acide dedans. L'acide, c'est un produit assez fort, qui n'est pas très bien pour l'environnement non plus. Donc ça, on a cherché avec une société, donc des ingénieurs en Hollande, qu'on a regardé, OK, comment on peut changer ça sans perdre notre qualité. Ce qui est très important parce que nous, on c'est des appelle ça... recettes ancestrales, hein, on parle de 1923. Ouais. Voilà, c'est ça. Et si on change le processus, ça peut changer la réalisation entière. Donc ça, on ne voulait pas. Et c'est très important. Pourquoi? C'est en fait le pre-treatment, comme on dit, c'est le nettoyage de la plaque avant de l'émailler. Donc une tôle a toujours un peu de graisse pour protéger contre la pluie. Il faut enlever la graisse, donc dégraisser, et puis décaper, c'est vraiment pour enlever les morceaux de rouille, pour nettoyer les soudures, pour avoir une bonne qualité de l'émaillage. Et vous avez trouvé le produit qui convient aujourd'hui? Oui. Il est plus cher du coup? Non, il ne va pas être plus cher. En fait, on a pu diminuer même les bains. Donc avant, c'était avec 7 bains, 2 dégraissages, rincés, décapage, rincé. Et maintenant, on n'a besoin que 4 à 5 bains maximum. Donc ça optimalise tout parce que les bains, ils doivent être chauffés. Donc ça aussi. Et donc, ils ont créé des nouveaux produits en fait pour nous, pour notre processus. Vincent Van den Borre, l'entreprise que vous avez reprise, les Mailleries Belges, il y a presque 2 ans, était dans un mauvais état. Comment est-ce que vous allez faire pour relancer ça? Oui, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, quand on a repris les Mailleries, les Mailleries allaient arrêter ses activités au mois de septembre 2016, donc il y avait peu de demandes, peu de commandes, ça n'avançait plus, il n'y avait plus d'intérêt. Et moi et Tanguy, on a dit ok, on va faire quelque chose avec, et on a directement, dès qu'on est arrivé à l'émaillerie, on a regardé c'est quoi l'émail, c'est quoi les possibilités et quel nouveau marché peut-on développer avec cela. Donc on a directement vu que l'émail c'est un produit très 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 résistant. Là on a regardé les résistances, c'est bien pour l'architecture, façade, tunnel, métro, etc. Signalisation, tablette cuisine aussi, des pots très chauds donc, qui peuvent être mis dessus. On peut même, c'est comme un teppanyaki en fait, on peut même chauffer la plaque d'émail pour cuire une omelette dessus. Donc, Vincent Van den Borre, c'est intéressant ce que vous dites, vous avez l'imagination en tout cas pour moderniser cet émail, mais je vous propose d'écouter quelqu'un qui a dirigé l'entreprise avant vous, l'administrateur délégué Monsieur Jouret. En 1993, il était à la tête de l'émaillerie belge, et écoutez ce qu'il envisageait déjà pour moderniser l'entreprise. Tout ce qui est industriel, l'émail sera toujours, je dirais, la solution la plus adéquate, mais je crois qu'au niveau des développements, l'avenir de l'émail se situe surtout dans la prise en compte de tous les avantages que l'émail peut présenter, au travers de toutes ses utilisations possibles et imaginables. Et donc, quand on parlait d'architecture, ça peut être la décoration d'intérieur, ça peut être l'architecture au sens lourd du terme, comme matériaux qui viendraient s'adjoindre à la pierre bleue, à l'aluminium brossé, à la brique rouge. Donc, je crois qu'il y a vraiment des développements qui sont immenses. Alors on l'a entendu, des développements immenses, c'est ce que vous veniez de dire, sauf que ça c'était il y a 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, donc ça c'était le problème. Ils n'ont pas innové, ils n'ont pas renouvelé. Pour vite expliquer peut-être, avant il y avait 9 émailleries seulement à Bruxelles pendant les années 50-60. Aujourd'hui on est la seule en Belgique, donc ça dit et quand même quelque Benelux, chose. je pense. Même Benelux, oui. Donc ça veut dire quelque chose. Et pour survivre, ce que nous on fait, c'est vraiment développer les nouveaux marchés, l'architecture, design, art, même inviter des architectes et des designers pour utiliser notre production comme un workshop. Ils peuvent vraiment créer leur propre émail, parce que pour nous, c'est des innovations. On trouve toujours, il y a beaucoup de mauvaises trucs qui sortent aussi, mais parfois, tu en as quand même quelque chose de nouveau, nouvelles couleurs, nouvelles finitions, nouvelles techniques. Alors, la preuve, c'est que vous allez frapper à plein de portes, et notamment, vous parliez de l'architecture pour que les gens comprennent bien. Vous avez, par exemple, mis de l'émail dans un tunnel aux Pays-Bas. Oui.
Ce genre de projet, vous avez envie de le réaliser aussi à Bruxelles ? À Bruxelles aussi. Donc là, on est en contact pour différents projets en fait, qu'on n'a pas encore gagné, mais ça prend quand même pas mal de temps, plus ou moins 2-3 ans pour développer ça. Mais là, on travaille donc sur Léopold II, qui fait plus ou moins 25 000 m². C'est un des plus grands de Belgique. C'est un des plus grands, voilà. Il y a donc Hallepoort tunnel aussi. On a même eu des demandes en Algérie aussi pour faire, donc un peu partout au monde. Donc ça va redécoller. Ça va redécoller, ouais. Pour l'instant, vous ne vous occupez que des professionnels, c'est-à-dire que c'est du B2B. Il n'y a pas le consommateur, le client, le simple client ne peut pas venir frapper à votre porte et dire « je voudrais acheter une plaque émaillée ». Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez développer ? En fait, pas vraiment. Chez nous, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Oui, la plupart des demandes, c'est B2B. Ça, oui, c'est les plus grandes commandes aussi. Pourquoi ? Parce que pour créer l'émail, il faut suivre le processus entier. Mais on a de temps en temps des demandes personnelles des gens qui disent « Ok, je veux une plaque de rue avec mon nom. » C'est ça. Ou je veux... on a même eu quelqu'un qui a proposé chez nous à l'émaillerie, donc sur la plaque c'était noté « Veux-tu me marier ?» et tout. Donc il y a vraiment des gens qui le font, ou une plaque de rue pour eux-mêmes, qu'ils ont une petite bière qu'ils fabriquent à la maison, une plaque de bière de ça. Vous allez continuer ça, enfin maintenir ça oui. ou pas ? Pour ça, on a acheté c'est un vieux four, mais un deuxième four en fait, qui est un four à plat. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour passer tous ces plaques. Et là, ça coûte cher, parce qu'on a parlé de 125 € pour une plaque de rue. Ça veut dire qu'on peut s'offrir une plaque de rue à son nom pour 125 €? Oui, on peut. Ouais. Et est-ce que vous avez le personnel pour assurer tout ça, ce renouveau ? Parce que on le voit, il y a 10 personnes qui travaillent pour vous aujourd'hui. La plupart ont plus de 25 ans de métier, excepté les quelques personnes fraîchement engagées. Est-ce qu'il y a une relève pour ce personnel qui est très spécialisé ? Ouais. En fait, oui. Donc après les années, ils sont devenus spécialisés tous dans leur propre métier, mais ils ont tout appris leur métier à l'émaillerie même. Donc, oui. ok, on travaille à base de sérigraphie. Il y a sérigraphie sur papier, sur carton, sur textile, etc. Mais c'est quand même différent. L'émail, c'est plus épais. Donc là, ils ont dû réapprendre en fait comment le faire. Plus de force, plus de technique sur l'émail. Aussi, pour la tôle, ok, c'est quelqu'un qui doit savoir travailler avec de la tôle, donc découpe, pliage. Et donc, est-ce que c'est une crainte pour vous, en tant que patron, de dire un jour, j'aurai pas de relève ? Parce que ces gens, ils vont partir à la pension. Je pense que le magicien, comme on l'appelle, il a 36 ans de carrière. José, 26. Oui. Ce qui est le problème, ça va être tout un peu en une fois. Donc, beaucoup de knowledge, disons, qui va partir dans un temps assez court. Mais c'est pour ça qu'on se prépare déjà. J'ai une équipe assez jeune qui rentre. Donc, comme il y a Brecht, il y a mon frère Sébastien aussi qui commence à l'émaillerie. Donc, c'est vraiment à eux d'apprendre les techniques d'émaillage, comme le magicien, etc. Donc, tout le monde va mettre la main à la pâte. Oui, tout le monde. Un article dans l'Écho qui va sûrement vous intéresser récemment, à l'appel des 11, Johan. Un petit mot sur cette actualité qui peut intéresser Vincent Van de Borre. Tout à fait, on a demandé à 11 patrons de nous livrer des idées pour faire avancer Bruxelles et la Wallonie. Et l'une de ces idées, vous pouvez la lire, c'est plus les travailleurs se rapprocheraient de leur lieu de travail lorsqu'ils achètent leur habitation familiale, moins ils devraient payer de droits d'enregistrement et de précompte immobilier. Alors est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Si on se rapproche de son lieu de travail, on aura moins d'impôts à payer finalement. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça vous concerne en plus, hein ? C'est une bonne idée, oui. Donc j'y crois un peu, mais vous moi, allez déménager. Une exception. Donc je suis un peu une exception, disons. Parce que vous habitez assez loin. Oui, j'habite pas loin de Waregem, donc je fais quand même 1 heure de route aller, 1 heure de route retour chaque jour. Mais c'est différent. Donc là, je regarde quand même déménager plus proche. Moi, je voudrais bien habiter Bruxelles. Ma femme, elle n'est pas très intéressée. Vous devez encore la convaincre. Elle préfère d'aller à Gand ou quelque chose entre deux. Donc on regarde ça. Mais pourquoi on a laissé les mairies à Bruxelles ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a envisagé. C'est parce que notre personnel, ils habitent un peu autour, ou bien à Bruxelles, donc la plupart à Bruxelles même, ou bien à Lost, Geraardsbergen, Anvers. Donc c'était bien centralisé. Et l'idée était d'abord de bouger les mairies entièrement plus proche chez nous, Zult, Waregem, quelque part dans les environnements. Mais là, on a vite vu que non, c'était pas intéressant. Pour le know-how, c'est vraiment basé ici, le personnel même, donc c'était très Ça risquait très de nous démotiver, peut-être ? Oui, donc c'était ça aussi, oui. Mais il y a aussi Bruxelles même, qui nous a vraiment plusieurs fois demandé de rester à Bruxelles. Donc, la région bruxelloise ? Oui. Et on voit même qu'ils sont en train de nous aider, donc avec les documents
pour le permis d'environnement, urbanisme. Il nous aide avec le bon personnel, aussi pour les subsides, qui est très intéressant pour les investissements qu'on a dû faire avec le nouveau four, optimalisation de production. Donc en fait, c'est tout ça ensemble qui a pris la décision de rester à Bruxelles. Vous parlez du four. Quand est-ce que l'émaillerie va effectivement de nouveau produire ses premières plaques et est-ce que vous pouvez nous révéler pour quel projet? Ce sera la conclusion. Oui. En fait, on va reprendre avec le petit four, donc c'est le marché de base qui va tourner là-dessus. On va reprendre à partir plus ou moins du 20 février. Et le grand four pour l'architecture et design, ça va reprendre plus ou moins début à mi-mars. Donc parce que celui-là, il est en construction, ça prend plus ou moins un mois. Et le pour gros le projet réaliser. que vous visez pour mars? Le gros projet pour mars, c'est plusieurs en une fois, mais c'est des tablettes cuisine et puis aussi une table qu'on est en train de développer pour Serax, donc une marque design qui est très très connue avec Marc Neukeler, donc qu'on est en train de... Et ça sera une table fonte émaillée. Ok, vous comptez faire une petite inauguration prochainement? Pardon? Du nouveau locaux, une petite inauguration des nouveaux locaux? Oui. Ce sera au mois de mars pour les 95 ans? On va organiser ça, donc ça va être plutôt fin mars, début avril. Ouais. Donc, Eh bien, on reparlera certainement des mailleries belges à cette occasion. Messieurs, merci beaucoup Vincent Van Den Borre d'avoir été notre invité, Jan Konen d'avoir partagé ce moment avec nous. On rappelle qu'on retrouve évidemment une interview de Vincent Van Den Borre dans l'écho de ce week-end. À très bientôt.